Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon. À l'heure où je vous parle, la France a les pieds dans l'eau. Plusieurs régions sont touchées par des inondations. Ce n'est malheureusement pas une surprise. Ces dernières années, on a vu se multiplier ces événements. Vous vous souvenez peut-être des inondations dans le Nord en novembre 2023, des crues exceptionnelles dans le Pas-de-Calais qui ont touché plus de 200 communes, ou encore, plus récemment, les épisodes Cévenol qui frappent régulièrement le sud de la France avec une violence inouïe. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un territoire qui a décidé de ne plus subir, le bassin de la Charente. Nous allons surtout voir comment les solutions développées là-bas peuvent inspirer toute la France. Quelques chiffres pour planter le décor. Sur le bassin de la Charente, 21 400 habitants vivent en zone inondable. 10 000 emplois sont situés en zone à risque. En décembre 1982, une crue majeure a persisté pendant un mois entier. Un mois. Imaginez vivre avec de l'eau dans votre maison pendant 30 jours. Plus récemment, en février 2021, une nouvelle crue importante a touché le territoire. Le fleuve a atteint un niveau jamais vu depuis 25 ans à Saintes. Mais voilà ce qui est fascinant. Pendant que certains territoires continuent à construire en zone inondable sans réfléchir, le bassin de la Charente a décidé de faire autrement. L'EPTB Charente, Établissement public territorial de bassin, vient de publier un guide méthodologique inédit sur la prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers la France pour comprendre comment on peut construire et préserver des villes qui vivent avec l'eau et non contre elle. Alors c'est parti. D'abord, parlons de ce qu'est vraiment une inondation. On pense souvent inondation égale débordement de rivière, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Le premier type d'inondation est le débordement de cours d'eau. C'est le cas classique. La Charente, par exemple, est un fleuve à faible pente. Quand il pleut intensément sur son bassin versant, l'eau s'accumule progressivement. Le fleuve sort de son lit et inonde les terres environnantes. La particularité de la Charente, c'est que des crues lentes montent progressivement et peuvent durer des semaines. C'est très différent des crues éclairs qu'on connaît dans le sud. Prenez les crues Cévenol dans le Gard ou l'Hérault, par exemple. En quelques heures, des torrents de boue et d'eau déferlent dans les vallées. Les dégâts sont violents, mais brefs. Sur la Charente, c'est l'inverse. Une montée lente, mais une inondation qui s'étale dans le temps et dans l'espace. Le deuxième type d'inondation, c'est le ruissellement. Et ça, c'est le phénomène dont on ne parle pas assez. Imaginez, il pleut intensément. Les sols agricoles, compactés par des décennies d'agriculture intensive, ne peuvent plus absorber l'eau. Les haies qui ralentissent l'eau ont été arrachées lors de remembrements. Résultat, l'eau dévale les pentes, se charge en terre et forme des coulées de boue qui déferlent sur les villages en contrebas. Le bassin de la Charente n'est pas épargné, mais ce phénomène touche toute la France. Vous habitez en Normandie, en Bourgogne, dans les Hauts-de-France, vous êtes concernés. Un exemple concret. Dans le Pas-de-Calais, lors des inondations en novembre 2023, une grande partie des dégâts n'étaient pas dus aux rivières, mais au ruissellement sur les champs. L'eau dévalait des collines, saturait les réseaux pluviaux des villes et inondait les maisons. Troisième type d'inondation, les remontées de nappes. Celui-là est sournois. Après des semaines ou des mois de pluie, la nappe phréatique, cette eau souterraine qui alimente nos puits, remonte jusqu'à la surface. Les caves se remplissent d'eau qui suinte par le sol. Les terrains deviennent des éponges gorgées d'eau.
Ça touche particulièrement les zones de plaine comme la Beauce, la Somme ou justement le bassin de la Charente. Le quatrième type d'inondation est la submersion marine. Sur la côte atlantique, quand une tempête arrive avec une marée haute de fort coefficient, la mer peut envahir les terres. C'est ce qui s'est passé lors de la tempête Xynthia en 2010. Elle a fait 47 morts, principalement en Vendée et en Charente-Maritime. La Charente se jette dans l'océan à Rochefort. L'estuaire est donc concerné par ce risque. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que comprendre les différents types d'inondations, c'est la base pour construire intelligemment. On ne protège pas de la même manière contre une crue lente de la Charente comme contre une crue éclair cévenole. On ne construit pas pareil en zone de ruissellement et en zone de submersion marine. Par ailleurs, le changement climatique aggrave tout. Les projections climatiques pour le bassin de la Charente montrent, avec une incertitude importante, une intensification et une hausse de la fréquence des épisodes pluvieux intenses. Traduisez, il va pleuvoir plus fort, plus souvent. Et ça, c'est valable pour toute la France. Les épisodes méditerranéens deviennent plus violents. Les crues de la Seine, de la Loire, du Rhône risquent d'être plus fréquentes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait se dire, construisons des digues de plus en plus hautes. Mais on sait maintenant que ça ne marche pas. Les digues donnent un faux sentiment de sécurité, encouragent l'urbanisation en zone à risque, et quand elles cèdent, c'est la catastrophe. La vraie solution, c'est de repenser complètement notre façon d'aménager le territoire, et c'est exactement ce que propose le guide de l'EPTB Charente. Il existe en effet des outils pour intégrer le risque, des déclinaisons concrètes de normes réglementaires, les plans de prévention de risques pour l'inondation, par exemple. Alors commençons par celui-ci, commençons par le PPRI, Plan de prévention de risques pour l'inondation. C'est un document réglementaire élaboré par l'État qui identifie les zones à risque et dit « ici on construit, là on construit sous conditions et là-bas on ne construit pas du tout ». Sur le bassin de la Charente, il existe plusieurs PPRI. Le plus important couvre le TRI, territoire à risque important d'inondation. Saintes, Cognac, Angoulême. C'est là que se concentrent les enjeux. Plus de 7000 personnes et 5000 emplois pourraient être impactés en cas de crue centenale. Le PPRI définit des zones. Zone rouge, aléa fort, interdiction stricte de construire, sauf exception. Zone orange, aléa modéré, construction possible sous conditions strictes. Zone verte, zone d'expansion de crues à préserver absolument. Si l'on regarde ailleurs en France, à Paris, le PPRI de la Seine et de la Marne couvre 129 communes. Il a été approuvé en 2007, notamment sur la base du souvenir des crues de 1910, la fameuse crue centenale qui a mis Paris sous eau. Aujourd'hui, ce PPRI est en cours de révision parce qu'on s'est rendu compte que le changement climatique et l'urbanisation ont changé la donne. Après le plan de prévention du risque inondation, le deuxième outil est la ZEC. ZEC comme zone d'expansion de crue. Voilà un concept essentiel que le guide de la Charente met en avant. Les ZEC, ce sont des espaces naturels, souvent peu urbanisés, qui permettent aux fleuves de respirer lors des crues. L'eau s'étale sur ces zones, ce qui ralentit la crue et réduit les débits en aval. Le problème, ces zones sont souvent agricoles, donc tentantes pour l'urbanisation. Un promoteur se dit « Tiens, un beau terrain plat près de la rivière, parfait pour un lotissement. » Sauf que, si on urbanise une ZEC, on aggrave les inondations en aval. L'eau qui devrait s'étaler là se retrouve bloquée et va inonder d'autres secteurs, parfois des zones habitées. La règle numéro 2 du guide de la Charente est très claire. Dans les zones d'expansion de crues identifiées, l'urbanisation est interdite, sauf exception très limitée. Et si vraiment un projet est nécessaire, il faut compenser en créant ou en restaurant des ZEC ailleurs. Un parallèle avec la Loire. Sur la Loire, après les grandes crues de 1846, 1856 et 1866, on a construit des levées, ça veut dire des digues, pour protéger les villes. Résultat, le fleuve s'est retrouvé coincé dans un corridor étroit. Quand il y a une crue,
l'eau monte beaucoup plus haut qu'elle ne le ferait naturellement. Depuis quelques années, on fait marche arrière. On déplace certaines levées pour redonner de l'espace au fleuve. C'est exactement le principe des ZEC. Autre outil, le ruissellement. C'est un enjeu assez méconnu. Le PTB Charente a fait un travail énorme sur le ruissellement. Ils ont cartographié, grâce à la méthode IRIP, les zones de production, les zones de transfert et les zones d'accumulation du ruissellement sur tout le bassin. Une zone de production, ce sont des secteurs où l'eau ne peut pas s'infiltrer et où l'eau ruisselle, sols imperméables ou des sols de pente forte. La zone de transfert, en revanche, est un secteur où l'eau se met en vitesse. Ce sont des axes d'écoulement. Enfin, la zone d'accumulation sont les points bas où l'eau s'accumule. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'avec ces cartes, on peut décider intelligemment où construire et comment aménager. Un exemple concret de cela, c'est que dans une zone de production en haut de coteaux, on va planter des haies perpendiculaires à la pente pour ralentir l'eau. Dans une zone de transfert, on évitera de canaliser le ruissellement et au contraire, on créera des fossés végétalisés qui ralentissent et infiltrent. Dans une zone d'accumulation en bas de pente, on ne construira pas de maison, mais on pourra aménager un parc qui peut se transformer en bassin de rétention lors des grosses pluies. Faisons maintenant un parallèle avec l'Île-de-France. En région parisienne, les inondations par ruissellement sont un vrai problème. Les plateaux agricoles de la Bosse ou de la Brie sont très vulnérables. Lors de fortes pluies, des coulées de boue déferlent sur les villages. Certaines communes ont commencé à travailler avec des agriculteurs pour replanter des haies, créer des bandes enherbées et adapter les pratiques culturales. Exactement ce que propose le guide de la Charente. Parlons maintenant des documents d'urbanisme. SCOT et PLUI. Comment traduire tout ça dans les documents d'urbanisme ? Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, fixe les grandes orientations à l'échelle d'un territoire. Souvent, c'est une agglomération ou un pays. Le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, descend au niveau plus opérationnel. Il dit précisément où on peut construire et comment. Le guide de la Charente donne des recommandations très concrètes. Dans le rapport de présentation du PLUI, faire un vrai diagnostic de vulnérabilité, ne pas se contenter de dire il y a un risque d'inondation, mais chiffrer combien d'habitants sont exposés, quelles infrastructures sont exposées et quels enjeux économiques sont exposés, c'est exactement ce qu'on attend dorénavant de ce type de PLUI. Dans le PAD, projet d'aménagement et de développement durable, affirmer que la prévention des inondations est un pilier du projet territoire, ce n'est pas une contrainte subie, c'est une opportunité pour repenser l'aménagement. Enfin, dans le règlement, définir les zones inconstructibles, des zones constructibles sous conditions, imposer des hauteurs de plancher minimales, interdire des sous-sols, etc. On peut vraiment imaginer plusieurs solutions opérationnelles. Dans les OAP, enfin, orientation d'aménagement et de programmation, on peut détailler comment chaque secteur doit être aménagé en tenant compte du risque. Prenons un exemple inspirant, celui de Grenoble. Le PLUI de Grenoble-Alpes Métropole comporte une OAP thématique entière dédiée aux risques et résilience. Elle définit des stratégies d'aménagement adaptées à chaque type d'aléa. Pour les inondations, elle encourage l'innovation architecturale, construction sur pilotis, bâtiments amphibies, espaces publics multifonctionnels qui deviennent des bassins de rétention en cas de crue. C'est exactement l'esprit du guide de la Charente. Faire du risque un levier de projet et pas juste une contrainte. Parlons maintenant des zones inondables. Alors, peut-on construire en zone inondable ou pas ? La réponse n'est ni oui ni non. C'est « ça dépend ». Si vous êtes en zone d'aléa très fort, avec des hauteurs d'eau de plusieurs mètres et des vitesses d'écoulement importantes, non, on ne construit pas. Mais il existe des zones d'aléa faibles à modérées, déjà urbanisées, où on peut continuer à construire à condition de le faire intelligemment. C'est l'objet du décret de 2019 sur le renouvellement urbain. C'est une révolution.
Depuis 2019, dans les zones urbanisées exposées à un aléa fort, on peut démolir des vieux bâtiments vulnérables et reconstruire à condition que le projet global réduise la vulnérabilité. Concrètement, vous avez un vieux quartier avec 50 maisons de plain-pied en zone inondable. Vous pouvez le démolir et reconstruire 30 immeubles avec rez-de-chaussée transparent, c'est-à-dire parking inondable, et logement à l'étage, reliés par des cheminements hors d'eau. Vous réduisez le nombre de gens exposés, vous créez des zones refuges et vous améliorez les accès pour l'évacuation. C'est du renouvellement urbain résilient. Prenons l'exemple de Romorantin. Le guide présente un cas d'école, c'est le quartier Matra à Romorantin. C'est une ancienne friche industrielle en zone inondable que la ville voulait absolument reconquérir. Le PPRI de la Soldre était en cours d'élaboration. Au lieu de s'opposer, la ville, l'architecte et les services de l'État ont travaillé ensemble, ils ont modélisé finement l'aléa, testé différents scénarios et trouvé des solutions créatives. Par exemple, surélévation des planchers habitables au-dessus de la cote de référence, rez-de-chaussée en parking inondable, ça sert aussi de zone d'expansion de crues, les fameuses ZEC, cheminement piéton hors d'eau pour permettre l'évacuation et enfin l'utilisation de terres excavées pour créer des espaces publics surélevés. Lors de la crue de 2016, le quartier a été inondé pendant 3 jours, mais les bâtiments et les trottoirs sont restés hors d'eau. C'est donc un succès. Les principes d'adaptation. Le guide de la Charente détaille aussi des principes d'adaptation et plein de solutions concrètes. Par exemple, assurer la transparence hydraulique. Les clôtures doivent laisser passer l'eau, pas des murets pleins, mais plutôt des grilles. Au rez-de-chaussée, on doit concevoir les bâtiments pour que l'eau puisse circuler sans tout détruire. On peut aussi créer des zones refuges. Par exemple, dans les bâtiments, prévoir un étage ou une partie surélevée où les gens peuvent se mettre en sécurité. Utiliser des matériaux adaptés. Ça veut dire qu'en dessous de la cote de référence, pas de placo, pas de moquette, pas d'isolation qui pourrait se gorger d'eau, mais plutôt du carrelage, du béton, des matériaux qui résistent à l'eau et qui sèchent vite. Enfin, il faut penser à protéger les réseaux. Les compteurs électriques, les chaudières, les équipements sensibles doivent être au-dessus de la cote de référence. Favoriser la multifonctionnalité parce qu'un parking peut être inondable, un gymnase aussi, un parc public peut se transformer en bassin de rétention. C'est pas grave si ces espaces sont temporairement sous eau, ils ne sont pas habités en permanence. Alors faisons un parallèle maintenant avec les Pays-Bas. Les Néerlandais sont les champions de la construction en zone inondable. Ils ont développé des maisons amphibies qui flottent quand l'eau monte. Des quartiers entiers conçus pour être inondés temporairement, des places publiques qui deviennent des bassins de rétention. La différence avec la France, c'est que les Néerlandais n'ont pas le choix parce qu'un quart de leur pays est sous le niveau de la mer. On peut toutefois s'inspirer des solutions qui sont mises en œuvre là-bas. C'est par exemple le cas de ce qui s'est passé à Dax avec le quartier du Sablard. Le guide de la Charente présente le projet Amiter pour le quartier du Sablard à Dax. C'est un projet prospectif encore plus ambitieux. Le principe, accepter que le fleuve Adour reprenne ses droits sur la plaine alluviale, mais concentrer toute l'urbanisation sur 2 îlots surélevés au-dessus de la côte de crue centenale. Entre les 2 îlots, on crée un parc fluvial qui peut être inondé. On y développe des activités agricoles urbaines, des espaces de loisirs, de la biodiversité. Comme ça, quand le fleuve déborde, l'eau s'étale dans ce parc et pas dans les maisons. C'est visionnaire. On passe ainsi d'une logique de lutte contre l'eau à une logique de vivre avec l'eau. Abordons maintenant un enjeu souvent négligé, la gestion des eaux pluviales. Le ruissellement urbain, c'est-à-dire les eaux pluviales, peuvent créer ses propres inondations. On a parlé du ruissellement agricole. Quand vous imperméabilisez les sols dans une ville, le ruissellement urbain, notamment avec du béton, du goudron, des parkings, l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer. Elle ruisselle, sature les réseaux d'assainissement et ressort par les bouches d'égouts. Inondation garantie. Illustrons avec l'exemple de La Rochelle. Dans le guide,
on présente le cas de l'agglomération de La Rochelle, qui est pionnière en France, parce qu'en 2023, leur PLUI impose le zéro rejet pour les nouveaux aménagements. Ça veut dire quoi? Que toute l'eau de pluie qui tombe sur un projet doit être gérée sur place. Pas question de la rejeter dans le réseau. Comment? Par l'infiltration, revêtements perméables, noues végétalisées, bassins, par le stockage, comme par exemple avec des cuves, ou grâce à des toitures végétalisées, ou enfin par la réutilisation, arrosage, utilisation pour les toilettes. Le dimensionnement se fait sur une pluie centennale, pas une pluie de tous les jours, une pluie exceptionnelle. Comme ça, même en cas d'épisode extrême, le système tient. Les résultats sont là. À La Rochelle, l'hiver 2023-2024 a été particulièrement pluvieux. Les nouveaux quartiers aménagés selon ce principe n'ont eu aucun problème. Zéro débordement. Les techniques alternatives, toutes énumérées dans le guide de la Charente, sont maintenant connues et prouvent leur efficacité. Des noues paysagères, c'est-à-dire des fossés végétalisés, les chaussées à structure réservoir qui stockent l'eau sous la surface, des parkings perméables avec des pavés drainants ou des dalles de gazon, des toitures végétalisées ou des bassins de rétention multifonctionnels. Faisons maintenant un parallèle avec la ville de Lyon. La métropole lyonnaise a lancé un plan désimperméabilisation très ambitieux. Objectif, transformer 10% des surfaces imperméables en surfaces perméables d'ici 2030. Des cours d'école bétonnés deviennent des oasis de fraîcheur avec des arbres et des revêtements drainants. Des parkings sont végétalisés, des places minérales retrouvent de la nature. Double bénéfice, on réduit le ruissellement et on lutte contre les îlots de chaleur urbains. En conclusion, il est possible de rendre des territoires plus résilients face aux inondations. Le guide de la Charente, ce n'est pas juste un document technique de plus, c'est un vrai changement de paradigme. Le message central qu'il porte, c'est qu'on peut faire du risque un levier de projet et pas juste une contrainte. Quand on intègre vraiment l'eau dans la conception urbaine, on crée des quartiers plus agréables à vivre. Plus de nature en ville, des espaces publics multifonctionnels, de la fraîcheur en été, de la biodiversité, des lieux de vie qui ont du sens. Les 3 piliers d'un aménagement résilient selon le guide sont d'abord protéger et restaurer les habitats naturels, en préservant notamment les zones d'expansion de crues, les zones humides, les haies, la ripisylve, c'est-à-dire toute la végétation des berges de cours d'eau. Deuxième pilier, favoriser la coexistence, c'est-à-dire adapter les constructions, créer des passages à faune, gérer intelligemment les espaces. Et enfin, troisième et dernier pilier, réduire les pressions directes. Ça veut dire limiter l'imperméabilisation, gérer les eaux pluviales à la source et arrêter d'urbaniser dans les zones les plus exposées. Chacun a un rôle précis à jouer dans ce processus. Les élus ont une responsabilité énorme. Ce sont eux qui valident les documents d'urbanisme, qui délivrent les permis de construire. Les techniciens des collectivités, eux, doivent être formés, accompagnés. Le PTB Charente propose justement d'animer un réseau d'échange. Enfin, les citoyens peuvent agir aussi, en participant aux enquêtes publiques, en interpellant leurs élus ou en s'informant avant d'acheter un bien. Ce qui me frappe à la lecture du guide de Charente, c'est l'optimisme. Oui, le risque d'inondation va s'aggraver avec le changement climatique. Oui, on a fait des erreurs par le passé en construisant n'importe où, mais non, on n'est pas condamné. On a les outils, les connaissances et surtout des exemples qui marchent. La Charente a subi des crues majeures, mais aujourd'hui, ce territoire est en train de devenir un modèle de résilience. Les solutions développées là-bas, préservation des zones d'expansion de crues, gestion du ruissellement, renouvellement urbain résilient, gestion alternative des eaux pluviales, sont transposables partout en France. Que vous soyez dans le nord avec ses nappes affleurantes, dans le sud avec ses épisodes cévenols, en montagne avec les crues torrentielles ou en plaine avec des débordements lents, vous êtes tous concernés.
Alors, s'il fallait retenir un dernier message, c'est que l'eau n'est pas notre ennemi. C'est nous qui avons oublié de lui laisser sa place. Quand on construit en zone inondable, on ne gagne pas du terrain sur l'eau. On emprunte un espace qui lui appartient. Et un jour ou l'autre, elle vient le reprendre. La vraie intelligence, c'est d'apprendre à vivre avec, d'aménager nos territoires pour que l'eau puisse circuler sans tout détruire, de créer des espaces où humains et nature cohabitent. C'est exactement ce que toutes les collectivités de France devraient s'approprier. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.